Eh ben, bonsoir à tous. Euh, Ça fait un moment que je venais au Meetup Lyon.js et j'ai jamais eu l'occasion pour l'instant d'y présenter un sujet. Et je me suis dit qu'il fallait bien que quelqu'un apporte un projet PHP au Lyon.js. Du coup, me voilà. Donc on va parler d'Inertia.js. Et d'abord, on va parler de moi. Je suis Mathieu. Dans la vie, je fais de la spéléo, du vélo, du canyonisme. Et pour faire tout ça, je travaille comme dev. Je suis à mon compte. Pour l'instant, j'ai la chance de travailler que sur des projets associatifs, d'économie sociale et solidaire, etc. Néanmoins, si vous avez beaucoup d'argent, je peux travailler aussi pour vous. Euh, j'ai fait pas mal de meet-up et j'ai organisé il y a des années les meet-up Laravel à Paris et j'ai pas mal participé au meet-up Laravel de Lyon. J'organisais à Lyon le meet-up Vue.js. Et j'ai eu un contretemps qui s'appelait le Covid, le confinement et tout ça, et ça s'est arrêté là. Et me voilà pour mon grand retour. Du coup, pour Inertia, je vais vous présenter un peu la techno. Ça va être assez général, d'accord, sur ce que c'est concrètement, à quoi ça peut servir. Je vais essayer de rentrer à des moments dans du code et de vous expliquer un peu ce qu'il y a derrière. Moi, j'aime bien comprendre comment ça marche. Mais voilà, ça va être un espèce de compromis entre du détail et du général. On va d'abord faire un peu un constat de l'évolution du web et ce à quoi on est arrivé aujourd'hui. On va parler du protocole Inertia, de ce que c'est concrètement, comment ça marche pour venir répondre aux questions qu'on s'est posées. Le côté mécanique derrière un peu en quelques slides et on va faire un tour sur un projet que j'ai fait pour voir tout ça en direct. Du coup, dans les années 2000, on avait des apps qui étaient full server-side rendering, ok, la bonne vieille app PHP. Du coup, on avait le browser qui tapait sur un endpoint, le serveur qui venait générer du HTML, qui était rendu côté navigateur. On cliquait sur un lien, de nouveau endpoint, on générait de l'HTML, etc., etc. Du coup, ça avait comme avantage que c'était très simple à développer, on va dire. On avait accès à tout notre backend directement, on était dans du monolithe et tout ça, on ne se posait pas trop de questions là-dessus. On avait du server-side rendering, mine de rien, donc en termes de SEO, c'était parfait. Pas de bun, de vide, de tout ça, voilà, du build front. Voilà, ça marchait, un peu de jQuery, hein, éventuellement. Et puis voilà. Mais par contre, derrière, un rechargement de page complet, des UX pas ouf, peu d'interactions, sinon beaucoup de surcouches JS quand c'est arrivé, et c'est là où on s'est mis à en foutre de partout. Et entre chaque rechargement de page, des cookies en session, c'est la seule chose qu'on garde à peu près, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Du coup, pour compenser ça, on s'est mis à inventer les single page applications, ok, AngularJS, la belle époque, puis React, et puis Vue. Et tous les autres après derrière. Moi, je suis arrivé entre React et Vue. Donc là, on avait quoi? La même chose. On a notre browser qui, cette fois-ci, il rend une appli complète. D'accord? Il télécharge du JS, il télécharge du CSS, il exécute tout dans le navigateur. Et puis c'est tout du côté du navigateur, pas beaucoup plus de logique que ça. On va faire un appel API et on a un serveur avec une API. C'est bien, on a eu une démo tout à l'heure. Un serveur qui est là pour rendre de la donnée. Et cette donnée, il va la chercher depuis ses services à lui, sa base de données, etc. Et puis donc on rend du JSON. On a eu une démo tout à l'heure de l'authentification, donc avec un JWT à configurer, etc. pour pouvoir faire communiquer le serveur et le browser, les données d'authentification. Derrière, il va falloir qu'on gère un state en local dans le navigateur, parce que une fois qu'on a été récupérer les données, il faut qu'on les stocke quelque part.
peut-être qu'on va faire de la réconciliation parce qu'on a une API REST, mais en même temps, l'API REST, bon, bah, c'est les devs backend qui nous l'ont faite. Eux, ils veulent du REST avec des ressources parfaites, sauf qu'en front, on a du contexte utilisateur, on a de la donnée métier, ça ne correspond pas, bizarrement. Il y a peu de clients qui aiment jouer avec des API REST. Donc voilà, donc on a pas mal de choses comme ça à faire, et du coup on se retrouve avec une espèce de couche HTTP à devoir gérer, et qui, sauf cas spécifique, je peux vouloir construire une API, avoir des clients externes qui la consomment, c'est très bien, mais du coup, sinon je me retrouve à écrire une API pour rien, quoi. Voilà, par rapport au cas d'avant. Et c'est pour ça qu'on a eu des espèces de méta-frameworks, Next.js, Nuxt, Velkit, Remix, tout ça, qui se sont dit mais ce serait bien de revenir un peu au fondement du web, d'accord, à revenir sur nos couches de base et dire, ok, on a du JS et de la SPA, etc., mais on vient quand même pas s'embêter à créer de l'API, l'API, elle est créée automatiquement par ces frameworks-là. Du coup, c'est merveilleux. J'utilise ça, c'est merveilleux. Après, le souci qui pourrait être un problème, ça dépend des projets, ça dépend des gens, on a une vision qui est très front-end first. On choisit du React, on choisit du Vue, on choisit du Svelte, et les frameworks nous laissent la possibilité d'aller faire du back-end dedans. On va avoir des projets qui sont au milieu de nos routes et nos composants. On vient de faire des appels, donc ça va que le JS, on aime bien les fonctions, des fonctions dans des fonctions dans des fonctions, etc. On set notre base de données et tout ça. Mais on est loin d'avoir une expérience de dev côté back-end par rapport à un vrai framework back-end qui nous permet de monter des routes, et ce, en JS ou dans n'importe quel langage. Et voilà, on reste quand même sur quelque chose, une approche très, je fais des composants, j'ai besoin d'y foutre de la donnée dedans, ok, j'utilise ça. Du coup, là, j'ai mis un exemple de Remix, où, voilà, le défaut, ça reste quand même notre composant, et puis on vient récupérer, charger des projets avec un hook ici, des fois c'est en props, peu importe, des serveurs components chez React, etc. Et puis là, voilà, Remix, ils sont gentils, ils nous autorisent à avoir un formulaire et pouvoir faire un post dessus, quoi. Voilà, sinon il faut gérer avec des ifs, etc., des conditions sur la méthode, si on a plusieurs formulaires, avec des noms de formulaires, etc. Voilà, c'est pratique, mais quand même. Et puis, ce que j'ai dit, quoi. Il faut partir sur du React, et puis on a un back-end, dans tous les cas, en JS. Du coup, ce qui serait cool, ce serait d'avoir une UX de Single Page Application, un côté monolithe, un peu à l'ancienne, avec nos vues rendues côté serveur, qu'on n'ait pas besoin de construire des API pour rien, et ce, en choisissant le framework qu'on veut. Et c'est exactement ce qu'est Inertia. Inertia, ça permet de créer des single page applications sans construire des API. En gros, de retrouver notre concept de monolithe, mais sur des API JS. Pour ça, ce que fait Inertia, c'est que vous prenez votre back-end, d'accord, vous prenez votre front, et lui, il va s'occuper de construire l'API entre les deux. Donc vous avez tout le routing qui est côté serveur. Ça ne sert à rien de s'embêter à refaire 2 fois le routing. Vous avez donc vos contrôleurs, votre validation, votre authentification, etc. qui se fait côté serveur. De toute façon, c'est pour du web. Les cookies, ça marche très bien en web. JWT, c'est pas fait pour faire des sessions. En web. Et ensuite, on a notre rendu, qui est côté client, où là, on va monter des applis, React, Vue, Svelte ou autres, comme vous voulez. C'est pas un framework Inertia, c'est juste un protocole. Et derrière, ça vient avec du code pour certains frameworks, certains langages, mais c'est un protocole et vous pouvez l'implémenter. Concrètement, comment ça marche? Ça se fait en 2 visites. La première visite, vous avez votre browser qui va taper sur votre page standard.
Votre contrôleur, lui, vous allez simplement dire à Inertia, OK, rends-moi ce composant. Et sur cette première visite, Inertia va vous renvoyer de l'HTML. Le SSR est possible pour simplifier, j'ai pas du tout fait de SSR sur le talk. Mais en gros, il va vous sortir votre div sur lequel va être monté votre appli, avec dedans un data page et un objet page qu'on verra après. Inertia, côté front, côté browser, il va récupérer cet objet page, il va monter l'app Vue, React, etc. Il va récupérer les données, et c'est bon, vous avez votre premier render qui est fait. Les navigations suivantes. L'utilisateur, il va cliquer sur vos liens, ok, ça va être un composant Inertia, un composant link, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Au lieu de faire une vraie requête, d'accord, de rechargement de page, cette fois-ci, le framework va récupérer, donc Inertia va aller faire une requête XHR, ok, en arrière-plan, en précisant un header, Xinertia. Du coup, de son côté, le serveur, il va savoir que la requête, elle a été faite par Inertia. Et cette fois-ci, au lieu de retourner de l'HTML avec mon objet page, je vais retourner du JSON avec mon objet page. Donc, Inertia va pouvoir récupérer ce JSON, faire sa tambouille et swapper le composant avec les bonnes données. OK ? Une fois qu'on a fait ça, on se fait un push state dans l'history pour précédente suivante, et puis c'est fini, on a notre navigation et notre routing qui est fait. Cet objet page, qu'est-ce qu'il a? Il a le nom du composant qu'on veut, okay, pour aller côté client le changer et le monter, toutes les props du composant, l'URL en cours, bon, voilà. Et puis, il a aussi une entrée version, parce que Inertia, petite feature gratuite, fait du cache busting. C'est-à-dire que si votre page elle est restée ouverte longtemps, que vous avez redéployé derrière, vous allez faire un appel directement au serveur avec le header Xinertia, sauf que derrière votre JS, il n'est pas bon, donc vous n'êtes pas sûr de rendre le bon composant, voire vous ne savez pas si le composant que vous voulez rendre, il existe. Donc du coup, à ce moment-là, Inertia va faire un full refresh. Et du coup, on a exactement le même objet dans les deux cas. Comment ça se passe concrètement quand on initialise un projet? Vous avez votre point d'entrée, et là, vous venez importer de Inertia ou du SDK qui correspond à votre framework, une fonction où vous avez plusieurs options, et notamment deux qui nous intéressent. Une qui va lui permettre de dire « Ok, voilà comment tu vas trouver le composant en fonction de son nom ». Donc là, on reconnaît du VJS qui permet d'aller chercher directement, voilà, là c'est dans mon projet, j'ai un dossier page avec, en lui disant, vas-y, voilà, tu récupères tous les points TSX dans ce dossier page et tu récupères le composant comme ça. Petit bonus, VJS, on a directement du code splitting à ce niveau-là, donc chaque page va être chargée de manière indépendante quand il y en a besoin. Et ensuite, on va avoir le setup de l'app concrètement. Donc là, selon si vous faites du SSR ou juste de la SPA, vous allez, donc ça c'est vraiment basique chez React, je vous ai mis un exemple React, on récupère l'élément et on render une app. On render quelle app? Eh bien, une que Inertia nous a filée. Avec des props que Inertia nous donne aussi. Et ce composant app, alors c'est vraiment du pseudocode, ok? Parce que allez voir dans le GitHub, de toute façon c'est open source, ça n'a rien à voir, mais c'est à peu près pour vous dire, ça marche pas ça en React, c'est pour vous dire à peu près à quoi ça ressemble. C'est pas beaucoup plus compliqué que, ok, on garde en mémoire la page qui est, donc on a un state sur notre page.
On a un objet routeur, on l'initialise avec OK, comment on set la page, comment on vient la modifier. On appelle notre fonction de resolve à quelque chose près, celle qu'on avait définie avant, et puis on retourne le composant, les props, et puis ça fait des chocs à pic. Du côté navigation, quand vous cliquez sur un lien inertia, lui, derrière, bon, le lien inertia, c'est quoi? C'est un href, okay, il est rendu de son côté, ce qui permet de, quand on fait un contrôle-clic dessus, ça nous ouvre un nouvel onglet, on respecte le web. Et par contre, bah, sur couche JS par-dessus, ou derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Pareil, pseudocode, derrière, il va aller récupérer en XHR les éléments du serveur, et il va venir set la page, histoire de déclencher toute cette logique-là, et push une nouvelle entrée dans le state, dans l'history, pardon. OK? Et puis je vous ai dit, OK, c'est un protocole, mais depuis tout à l'heure, je vous montre des trucs qu'on importe depuis Inertia, etc. Inertia, ça a été fait aux alentours de 2020, je ne me souviens plus exactement, mais je sais que je l'ai utilisé pré-Covid, donc c'est un marqueur, quoi. Et ça a été fait pour du Laravel à la base. C'est maintenant maintenu officiellement comme un projet Laravel. Laravel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet PHP, c'est le framework PHP le plus utilisé pour les grosses applis, dans le monde, pas forcément en France parce que c'est états-unien. Et ils ont fait des SDK pour les 3 plus gros frameworks JS Front, React, Vue et Svelte. Néanmoins, en fait, il y a plein d'autres projets Inertia, et il y a plein d'autres frameworks dans plein de langages qui implémentent le protocole, plus ou moins, qui suivent plus ou moins les nouvelles fonctionnalités, parce que voilà, Inertia, ils commencent à les implémenter de leur côté, et puis derrière, les autres, ils suivent. Donc, si vous voulez faire du Rust, ou j'ai même vu du WordPress, il y a du Inertia, et bientôt en avant-première, il y aura du Elysia, probablement, parce que mon collègue a été convaincu par le talk. Donc voilà, ce qui vous permet concrètement de prendre votre framework back, votre framework front, et de faire le lien entre les deux. On n'est plus dans OK, bon, j'ai pas envie de m'implémenter une API, ça me sert à rien, donc je vais aller faire du Next parce que j'ai pas le choix. Si on fait un tour du projet. Alors moi, j'ai pas fait mon projet en 10 minutes, et du coup, je me suis pas dit que j'allais m'infliger une démo en direct. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Déjà, je vais essayer de récupérer ma souris. Elle est là. Voilà, j'ai 2 souris. Et normalement, on a ça, on va se le mettre ici. Et bah non, pas du tout. C'est pas du tout celui-là. Celui-là, je m'en fous, je peux le quitter. C'est mes slides. Là. Voilà. Ouais, c'est en blanc, ça va aller mieux. Ok. Du coup, si je vous montre déjà le projet, bon, c'est un projet qui est très simple. J'ai essayé de faire justement une démo assez simple. Moi, je l'utilise, et si ça intéresse certains, on pourra, après le talk, je peux vous montrer des projets, parce que je l'utilise en prod sur des gros projets depuis quelques années. Donc on a une série de militants, je peux chercher par catégorie et par nom, et puis derrière j'ai une page où je peux voir le militant, rechercher par les mêmes catégories, éditer et supprimer. C'est un peu petit, mais il va falloir se concentrer sur l'URL en haut. Est-ce que vous arrivez quand même à la voir, l'URL, à peu près? Non, du tout? Bon, ben, on prendra le temps de zoomer dessus quand il faut. Du coup, ici, je suis sur ma page users, ok? Et puis,
Si on réfléchit à, OK, avec une API, une SPA, comment on fait ça? OK, je pourrais faire ma recherche côté front, en l'occurrence, je la fais côté back, parce que j'ai des services, j'ai une API, je fais des appels divers, etc. Je la fais côté back. OK. Donc si on a besoin de faire ça avec une SPA et une API, je vais avoir besoin de gérer donc mes utilisateurs, il faut que je les stocke, ok. Ensuite je vais avoir ma recherche, je fais un appel API pour récupérer la recherche, ça va me renvoyer des utilisateurs, potentiellement des nouveaux utilisateurs, je les affiche. Il faut aussi, parce que je fais les choses bien et que je souhaite qu'il y ait des URL vers ma recherche, ok. Donc il va falloir que je gère du routing. Voilà. Déjà, je gère du routing dans mon appli, donc je me retrouve avec un React, vRouter, peu importe. Et puis ma recherche, elle est également directement dans l'URL. Ok. Donc voilà, j'ai un peu tout ça à gérer. Avec Inertia, non, je n'ai pas besoin. Donc, on va déjà regarder un peu comment ça marche. Ça. Du coup, je me suis posé la question de savoir si je faisais une démo avec du Laravel PHP. Et puis, j'ai dit non, et que mon but c'était que vous compreniez mieux et que les flèches et les 2 points, ça allait vous perturber, donc on allait mettre juste des points, ça irait bien. J'ai fait un projet Adonis.js. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui ont déjà fait des projets avec Adonis. Parfait, vous avez une meilleure maîtrise qu'Adonis que moi, vu que c'est mon premier projet. J'ai pris le premier dans la liste des adapteurs pour du JS, et puis voilà. Et donc du coup, j'ai vu que les routes, j'ai tout mis là comme ça, en vrac, vous m'en voulez pas, j'ai pas fait de contrôleur. Donc du coup, j'ai ici, bon bah j'ai tout mon routing qui est ici en fait, hein. J'ai pas de routing côté front. Donc ma home, elle redirige vers user, ça on s'en moque un peu, voilà. Et donc j'ai mon get de /users. Donc j'ai l'adapteur Inertia pour Adonis.js, qui est l'équipe Adonis qui s'occupe de maintenir cet adapteur, et qui me dit, ok, nous on te le passe en contexte, et tu le récupères et t'en fais ce que tu veux. On va pour l'instant passer la recherche. Qu'est-ce que je fais concrètement? Je récupère mes utilisateurs de la base de données, je les trie par nom, ascendant, je fais un await dessus, et puis je fais un inertia render. Et je lui dis, ok, je veux la page users/index. Ok. Elle est où cette page users/index? Et bien là, Adonis me dit, ok, tu as un truc de configuration côté serveur qui dit que, je cherche, bon, qui doit par défaut être dans le dossier Inertia, mais tu peux le configurer, etc. On sait que la route view, c'est Inertia Layout, donc ça veut dire que dans les vues de Adonis, j'ai mon inertia layout.edge, qui est le système de templating d'Adonis, et qui est en gros mon HTML vide avec des éléments que Adonis a rajoutés. Là, en l'occurrence, j'ai généré le projet même avec le Create App de Adonis. Et derrière, donc j'ai mon dossier Inertia, mon point d'entrée app.tsx, et on retrouve un peu ce que je vous ai dit. Ok, comment on résolve ça? Le Resolve Page Component, c'est Adonis qui me le donne, donc je l'ai utilisé, d'accord? Mais sinon, c'est exactement le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure. On récupère tous les TSX, et puis on dit simplement, ok, tu vas choper dans le dossier page, et après il y a le nom. Et là, on retrouve notre users/index. Voilà comment on a récupéré notre composant. C'est ce composant-là qui va être monté. Et on render notre app, React, tout ce qui est le plus basique. Du coup, on va dans nos apps, dans notre dossier page, pardon, users, index. Et si je prends, voilà, mon composant index, j'avais, dans mes routes, rendu le composant users index avec les props users et search. Très bien. J'ai mon composant index avec mes props users search. Pas plus. Du coup, je récupère mes users et je les affiche. Et voilà. Voilà mon state management dans Inertia.
Pas de Apollo Cache, pas de SWC. C'est passé en props, c'est bon, je l'utilise, on n'en parle plus. Maintenant, si je prends ma recherche, j'ai du coup mon filtre. Qu'est-ce que fait mon filtre? C'est un input basique. Et je lui dis, bah, quand tu changes, tu fais un appel. Et du coup, j'ai un routeur get à users, et je lui passe en query la valeur de l'input. Ce qui fait que quand je vais... Pourquoi là? Quand je vais taper des choses ici, il va juste faire un appel au serveur, et puis c'est tout. Donc en fait, Inertia va automatiquement, vu que derrière il fait un push state dans l'history, il va me changer l'URL. Directement. Ce qui fait que si je recharge ma page, je retombe sur exactement la même chose. Vous avez vu la différence? Tout à l'heure, je vais vous montrer comment on fait avec Safari pour kill ça. Là, ici. Là, je prends ma recherche. Ok, j'ai fait un appel, j'ai du JSON en retour. Mon composant, l'URL, la version, ok, et les users en question. Je rafraîchis ma page. Cette fois-ci, j'ai de l'HTML. Avec ma div vide, parce qu'on est dans une SPA, pas server-side renderer, et mon data page qui contient exactement les mêmes infos. En tant que dev, on ne se pose pas la question, on n'a pas vu la différence. Raté. La croix, elle est là. Voilà comment j'implémente une recherche. Et du coup, côté route, ma recherche, elle est où? Bah, je la récupère comme je le fais d'habitude en back, comme je le ferai sur une API, directement avec un input. Je mets à jour ma query, et puis je retourne la recherche derrière pour pouvoir l'afficher dans le champ. Et puis, ce qui est pratique, on va se remettre sur l'index, c'est que là, le routeur, je lui ai précisé plusieurs choses. Je lui ai précisé de préserver mon state, parce que sinon, vu qu'il me re-rend un composant, c'est ici, je tape, je re-rends, je perds le focus. Je reprends, je tape, je perds le focus. Du coup, je lui dis de préserver le state, et je peux taper tranquille, et c'est magique. Pareil, si hop, je vais scroller un peu, ok. Alors, ça tombe mal, j'en ai pas assez pour vous montrer, mais vous voyez que si j'en prends pas beaucoup, raté, c'était pas lui, on va faire quoi? Là où on en a beaucoup, bon, on va continuer sur LGBT, ils sont pas mal, voilà, L. Je garde mon scroll. C'est la même chose, en fait, je précise au routeur que je veux garder le scroll. Et puis, autant ça m'intéresse d'avoir des routes avec ma recherche, autant à chaque fois que je tape une lettre, j'ai pas envie d'avoir dans mon historique précédent suivant. Est-ce qu'on peut... Toujours Safari. Là, voilà. J'ai pas envie d'avoir dans mon historique précédent suivant chaque lettre que j'ai tapée. Donc, du coup, je lui dis de replace au lieu de push dans le state. Et c'est bon. Voilà pour cette page-là. Ensuite, si je vais chercher la vue de mon utilisateur, c'est dans mon user card. Comment je fais pour faire ça? Si vous le voyez, il est là. Voilà. C'est un lien. Et je dis bah, simplement, OK, va sur users/user.id. Du coup, la inertia, il va faire quoi? Il va taper là-dessus avec son header x-inertia, et puis users/id. Users/id. Find or fail de l'id, et OK, je retourne mon utilisateur avec le composant show,
et dans mon utilisateur, je mets ça. Ni plus ni moins, ce qui me permet, composant show, d'aller récupérer en props mon utilisateur, de le rendre à l'ancienne. J'ai ici un bouton qui me permet directement de cliquer et de rechercher par catégorie. Ok, si je vais sur du féminisme, je recherche les militants féministes, et du coup... Comment on ferait ça avec une SPA? Bah, toujours pareil, on va se retrouver soit à faire un lien vers notre page index en lui précisant des trucs, soit du coup bah, dans l'URL, on récupère de l'URL, on fait un appel API, voilà. Ou alors, bah, je fais un link, ok, et puis derrière, bah, il se débrouille parce que derrière, le fonctionnement que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors là, je suis passé par la recherche, mais en vrai, je pourrais passer par n'importe quoi, et on réapprend à passer par les URL pour de l'état. On arrête de stocker de l'état, parce qu'en JavaScript, bon, bah, on a tout appris à gérer tout en JavaScript. Au final, le web, à l'époque, il gérait par des URL, et c'était bien, parce que comme ça, on pouvait avoir genre des favoris. À l'époque où il n'y avait pas Google qui répondait à chaque fois qu'on voulait aller sur le même site tous les jours. Donc voilà, pour mes liens, etc. Comment je fais pour clear ma recherche? Je fais juste un lien. Ouais, je fais un lien vers OK, pas de filtre. Voilà. Et du coup, vous ne l'avez pas forcément vu, mais le lien, je ne peux pas zoomer en même temps que... Il est là, voilà, il y a un slash user juste ici, mais je ne peux pas zoomer en même temps que je suis là-haut. Bon, les liens, la navigation, c'est cool. Maintenant, comment on fait? Bah, l'édition, les formulaires, pareil. Pareil, si je vais sur mon formulaire, bon, bah, c'est un formulaire. Alors, je pourrais mettre un formulaire avec un hook particulier d'inertia. Là, j'ai fait un truc très simple avec un formulaire d'inertia. Ok, donc là, c'est l'adapteur inertia React qui me retourne ce composant forme. Et du coup, je lui donne en méthode action user/id et en méthode put. Ok. Derrière, alors là, je vous ai fait le full avec plein de choses dedans. Dans React, on peut y passer une fonction en enfant, ce qui permet de récupérer l'état du formulaire. Si je ne fais pas ça, bon, bah, je n'ai juste pas l'état du formulaire, mais ça marchera quand même. Et du coup, bah, j'ai des petits helpers, genre, là j'en ai mis trois au hasard. Un was successful qui me permet de dire, ok, bah, si ça a bien marché, j'ai cette alerte-là. J'ai pas besoin de faire ça. Je pourrais aussi, directement dans ma route, faire un redirect vers une page en lui passant directement des props. Et j'ai mon message. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on rajoute en session un message d'erreur, enfin un message d'erreur, un message de succès, et derrière, bah, quand il y a un message de succès, on l'affiche. Et puis j'ai mes inputs avec une default value, un name, et c'est tout. Là, j'ai fait un input qui permet de récupérer des erreurs, et les erreurs, elles sont passées directement par inertia. Ce qui fait que, si je reviens sur mes routes, bon, mon edit, il est là, j'ai rien de plus que, ok, je passe un user au composant edit, et par contre, mon put, il est ici. Là, je vous ai fait un petit truc pour faire style qu'on réfléchisse un peu, comme ça vous allez voir. Je récupère ma data que je valide côté serveur avec le validateur de Adonis que j'ai découvert pour l'occasion. Okay, donc on a bien une validation côté serveur. Je récupère mon utilisateur, je le sauvegarde en base de données, et je dis « Ok, tu retournes vers la page de vue de l'utilisateur ». Ce qui fait que, pour info, j'ai un no-validate sur le form pour la démo. Okay, donc je demande au navigateur, ce form, tu ne le valides pas, tu t'en fous. Comme ça, on n'a que les erreurs côté serveur. J'enregistre. Ça me permet de vous montrer le loader qui est natif à Inertia, et qu'on peut customiser, qu'on peut virer si besoin.
et du coup, directement l'erreur que j'ai récupérée dans ma fonction React et qui me permet d'afficher, de la passer à mon composant. Voilà. Là, j'ai le require, ok. Ah, j'avais mis un noValidate. Ah non, c'est sur le créer que j'ai mis un noValidate. Très bien, on va en créer un. Voilà. Du coup, si on crée un nouveau militant, on va dire Mathieu, mathieu@tudisco.fr. On va se mettre n'importe quoi. D'ailleurs, hop, on va faire ça. Je ne sais plus écrire mon prénom. Voilà. Et on va se mettre un foobar parce qu'on reste dev et on ne veut pas que Safari le change en footer. On crée, on réfléchit beaucoup parce que vraiment on fait appel à plein de services. Et du coup, j'ai bien une validation côté serveur qui me dit « Ok, il faut une adresse email ». Et j'ai également une validation côté serveur qui dit « Ok, il faut 10 caractères ». En vrai, en UX, faites pas ça. Voilà, il n'y a rien de pire que taper son texte et puis se dire « Je ne sais pas à combien j'en suis ». Bon, plop, ça marche bien. Voilà, et puis du coup, j'ai mon petit message de militant créé avec succès, vous pouvez en créer un autre, etc. Ou alors j'aurais pu faire un redirect. Et puis, par défaut, mon formulaire il s'est vidé. Effectivement. Pourquoi? Parce que dans le create, sur le form, je lui ai dit de reset on success. Sur un formulaire d'édition, je ne le ferai pas, quoi. Voilà pour les formulaires. Je peux vous montrer un petit truc qui est sympa quand même. Et après, je pense que ouais, c'est là. On va aller dans les routes. Et on va se mettre que, vu que notre serveur, vraiment, il rame en ce moment, voilà, sur les users, on va attendre 3 secondes. Oui. OK. Là. Donc, ça veut dire que si je recharge la page, bon, Safari, il attend, OK, ça charge. Si je fais ma recherche, voilà, il attend. En sachant que Inertia, à chaque fois qu'il fait un appel, forcément, il va kill l'appel précédent. Sinon, vous auriez eu à implémenter ça directement. Est-ce que je peux l'avoir ici? Voilà. On peut voir que derrière, l'appel il a été kill parce qu'il sait qu'il y en a un autre juste derrière à la même route à faire, donc pas besoin de le faire pour rien. J'en étais où? Oui, c'est long. C'est long, c'est chiant. Ici, j'ai un lien, ok, vers ma recherche avec les militants LGBT. Du coup, je sais que l'utilisateur, s'il passe sur le lien, c'est pour cliquer dessus, donc je vais pouvoir préfetcher. C'est pareil, ça c'est des trucs qui existent dans les frameworks Next, etc. En fait, ça existe aussi avec Inertia. Quand je passe dessus, vous avez l'appel qui, au fond, faites-moi confiance, vient de se faire, ce qui fait que quand je clique dessus, j'attends plus. C'est cadeau, sur le link, j'ai rajouté prefetch. Et je pourrais vous faire plein d'autres choses, plein de démos, plein de trucs, plein de fonctionnalités. Je me suis arrêté là. On note quand même l'authentification, je ne l'ai pas montré parce que ça allait complexifier tout ça, mais en fait, l'authentification, Inertia ne la gère pas parce qu'il n'en a pas besoin. Vu que les appels ils passent par le serveur quoi qu'il arrive, donc dans tous les cas, le serveur il va récupérer les cookies, parce que contrairement à un JWT, les cookies sont envoyés par le navigateur à chaque requête, c'est pour ça que ça a été fait. Donc du coup, il récupère ses cookies, lui, il va authentifier de son côté, donc ça vous permet de bénéficier des mécanismes d'authentification de vos frameworks. Et Inertia, il n'en a rien à faire. Derrière, simplement, ce qu'on peut dire, c'est que à toutes les pages, en props, je peux y passer, ou dans la page, je peux y passer mon utilisateur connecté, parce que
via des middleware, via de la configuration selon les adapteurs, on peut venir rajouter les props qu'on veut à toute la navigation. Donc typiquement, moi, dans mes applis, j'ai toujours l'utilisateur connecté qui est retourné à chaque fois. Donc voilà, bon, il y a avec plein de trucs, il y a plusieurs choses que je vous ai démontrées, mais il y en a encore plein. Et le projet continue de s'améliorer, il a même été repris par une nouvelle équipe et qui y contribue vachement bien. Donc c'est merveilleux. Pour conclure, on a dit, si vous avez un monolithe back-end ou que vous le voulez, que vous n'avez pas besoin d'API de votre côté, et en fait, bon, bah, même là, monter une API dessus, c'est pas très compliqué, quoi, mais j'ai pas besoin d'API pour ma SPA. Que vous avez besoin de back-end qui sont complexes, oui, on peut tout faire avec Next.js, c'est pas un problème. Maintenant, tout sans souffrance, je sais pas, moi non, donc voilà. Et bah du coup, c'est une bonne alternative, et voilà, je vous le recommande. Je sais pas si on a le temps pour des questions ou pas, mais... Merci en tout cas. Merci à vous. Peut-être des questions? Je suis là? Oui, là. Le micro est petit, ne l'avalez pas. Très important pour avoir des questions sérieuses. Bon, on va commencer par une question très sérieuse. Si on avale les cookies, non, je veux dire, si on désactive les cookies, comment ça marche? En fait, c'est vraiment côté... Alors, tu parles de désactiver les cookies. On refuse les cookies. Alors, là, on sort complètement de Inertia, mais tu veux dire le bandeau cookie en disant je refuse? Oui, ça, c'est des cookies qui sont pour de la publicité, pour du tracking, etc. Les cookies de fonctionnement d'authentification ne sont pas du tout concernés par le RGPD, ne sont pas du tout concernés par ces sujets-là. Donc, voilà. Tu pourrais dans ton navigateur dire « je veux que ce site ne pose aucun cookie ». En fait, là, maintenant, c'est même... moi, je parle du cookie parce que je fais un peu d'évangélisation aussi là-dessus, mais derrière, c'est pas Inertia, en fait, qui va gérer ça. C'est ton back-end avec ton serveur, donc tu peux faire de l'authentification via token, tu peux faire de l'authentification via GWT, tu fais ce que tu veux. Juste Inertia, il s'en mêle pas. Il y a sur les cookies, on peut poser un attribut qui s'appelle HTTP only, et le cookie, il n'est pas accessible en JavaScript, il est uniquement accessible par le navigateur qui va faire ses échanges avec le serveur. Il y a d'autres questions? Ça marche ici. Ouais. Oh, il y a plein de questions. Je vais au premier rang parce que c'est plus Merci. Alors ça date un peu, je suis un peu sorti de l'écosystème, mais Symfony propose un moteur de template qui est Vue ou React. Ouais. Je me demandais quelle était la différence du coup avec ça. Et alors, je veux surtout pas faire de bêtises et de dire de bêtises parce que j'ai de très bons copains qui sont dans la core team Symfony. C'est genre un équivalent mais en moins bien. Non, c'est pas tout à fait un équivalent, mais je sais que ça permet de monter du Vue, du React un peu au milieu de... j'ai l'impression que ça se rapproche, mais un peu de ce qu'il nous montrait avec Elysia, on peut monter l'app au milieu. Mais ça fait longtemps aussi que j'en ai pas fait, et donc vraiment, me croyez pas. Petite question, dans la démo que tu as montrée, de ce que je comprends, tu charges absolument tous tes composants JS dans un seul bundle et ensuite dynamiquement tu loads celui que tu veux, mais tous les composants sont importés? Non. Je reprends. Ça en fait c'est dans ta... Je pense que c'est le app.tsx. Oui, mais sur la gestion des composants de manière générale, ça va être tes imports tout à fait classiques comme dans une USPA. Sauf que ici... Là, c'est la magie de Vite.js. Quand il fait ça, Vite derrière... Il fait tout en async. Okay. Ouais, derrière lui, quand tu passes par le metaglobe, il va aller faire du split... ouais, ok, mais du coup... Du code splitting, merci. Par contre, ça veut dire que dès que tu charges une page, il y a une deuxième requête en follow-up de ton objet page qui va chercher le composant en question. Quand tu charges une page... Plus maintenant.
Maintenant, tu Parce que sers là, le vite, bundle je lui ai dit de l'enfer faire avec- du eager loading, donc de charger tout mon bundle. Ouais, Ce qui n'est ok. pas le standard. Pour aller avec ça, on y est passé très rapidement dessus, mais là, on voit que donc, là, c'est purement du Adonis.js, d'accord? Ne me demandez pas ce qu'il fait, mais c'est le moteur de templating côté serveur de Adonis. Et manifestement, il vient introduire des balises vite qui dit « Ok, récupère mon inertia app.tsx et récupère aussi mon inertia page.component tsx pour récupérer les deux. » Donc, ce qui nous fait que dans la démo, si je regarde la source, commande U ne marche pas sur Safari, show page source. Ok, je voulais l'afficher en grand. Voilà, on les a ici. Du coup, j'ai le CSS, le client vide parce que je suis en dev. Et du coup, là, j'ai mon app.tsx et mon composant. Ouais. Ça marche que sur le premier load. Tout à fait, ça marche sur le premier load. Et ensuite, quand je viens cliquer là, et après, bon, bah, c'est le système de cache tout à fait standard de la SPA. Hop. Voilà, et du coup, là, je suis venu bien charger show.tsx, quoi. Voilà. Okay. Et donc, il y a des fois où il va le charger, bah, là, memory, voilà. Il n'a pas été la charger parce qu'il l'a déjà, c'est son bundle. Je crois qu'il y a encore une question. Il y a un point de définition, je ne suis pas sûr de l'avoir saisi. Ouais. C'est quoi la différence entre un protocole et un framework? Ok. Le framework, d'accord, c'est le code concrètement, c'est l'outil qu'on va te donner pour développer plus vite. Voilà, je simplifie. Ok, où toi tu vas mettre tes petites briques dedans au milieu, tu vas dire voilà le projet que j'ai fait, dans ton projet il y a 95% des choses que tu vends à ton client, ou c'est des gens qui l'ont fait gratuitement. Et pas toi. Et donc ça c'est le framework. Maintenant tu as le protocole, c'est en gros la théorie, c'est la documentation. C'est la documentation qui va te dire ok, pour que Inertia fonctionne, nos adapteurs dans React et dans Vue et dans Svelte, ils attendent tel type de données. Donc, si vous voulez faire un adapteur Inertia pour le back-end, voilà comment il faut que vous le fassiez. Et ça, pour modérer mon engouement sur Inertia, je trouve que c'est un truc qui me manque. Aujourd'hui, ils se vendent beaucoup sur la doc de « on est un protocole », mais ils fournissent des packages pour Laravel, React, Vue.js, Svelte, et le protocole, tu le déduis un peu tout seul, quoi. Voilà. Donc je trouve que ça manque encore de documentation, ok, ils expliquent comment ça marche, mais quand ils implémentent de nouvelles fonctionnalités, il y a des trucs où sur Adonis, je voulais vous montrer un infinite scrolling, avec pas 20 utilisateurs, mais 100, et en fait, j'ai pas pu, parce que j'ai commencé à faire des PR à Adonis, sur l'adapteur Adonis, etc., et je me suis dit que c'était trop pour ce talk, et un framework que j'utiliserai jamais, et voilà. Donc voilà, le protocole, c'est la doc qui dit comment on implémente derrière. Yes, pour faire une image par rapport au premier talk, HTTP c'est le protocole et Elysia c'est un framework. C'est-à-dire qu'il se branche par-dessus l'échange HTTP. Merci beaucoup Mathieu. On peut une nouvelle fois t'applaudir peut-être.